Dans les archives oubliées de la province de Minas Gerais, un registre judiciaire daté de 1854 décrit l'exécution d'un homme pour le meurtre de sa maîtresse, une baronne d'origine française. Le document mentionne une circonstance troublante. L'accusé portait sur tout le corps des cicatrices identiques à celles retrouvées sur le cadavre de son frère jumeau, décédé 3 semaines avant le crime. Les autorités ont refusé d'enquêter davantage. Pendant 170 ans, personne n'a osé rouvrir ce dossier. Si cette introduction vous a donné des frissons, abonnez-vous maintenant et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous hanter. L'histoire commence dans la région montagneuse du centre du Brésil, là où les plateaux s'étendent à perte de vue sous un ciel qui semble toujours trop vaste, trop indifférent aux drames humains qui se jouent en contrebas. Nous sommes au début du XIXe siècle, dans une période où l'Empire portugais maintient encore sa mainmise sur ces terres riches en minerais, en café et en souffrances muettes. La société coloniale brésilienne de cette époque repose sur une hiérarchie rigide et cruelle. Au sommet trônent les grands propriétaires terriens, souvent des nobles européens venus chercher fortune dans le Nouveau Monde, apportant avec eux leurs titres, leurs ambitions et parfois leurs secrets les plus sombres. En dessous s'étend une classe intermédiaire de commerçants, d'administrateurs et de contremaîtres. Et tout en bas, formant les fondations mêmes de cette pyramide sociale, des centaines de milliers d'êtres humains réduits en esclavage, arrachés à l'Afrique ou nés dans les chaînes sur le sol brésilien. À environ 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale provinciale, dans une vallée isolée où la forêt atlantique commence à céder du terrain aux plantations, se dressait le domaine de Fazenda Santa Vitória. La propriété s'étendait sur près de 3000 hectares, comprenant des plantations de café, des pâturages pour le bétail, des zones de culture de canne à sucre, et au centre de tout cela, une imposante demeure de style colonial portugais, blanchie à la chaux, avec des balcons en fer forgé et des tuiles rouges importées de Lisbonne. La maison principale comptait 28 pièces, réparties sur 2 étages, plus un grenier et des caves voûtées qui plongeaient profondément dans la terre rouge de la région. Les fenêtres étaient hautes et étroites, conçues pour garder la fraîcheur à l'intérieur pendant les journées étouffantes de l'été brésilien, mais qui donnaient aussi à l'ensemble une allure de forteresse, de prison élégante perchée sur sa colline. Derrière la maison, à une centaine de mètres, s'alignaient les senzalas, ces baraquements misérables où s'entassaient des esclaves. Des structures en bois et en torchis, avec des toits de chaume qui fuyaient pendant les pluies torrentielles de la saison humide. Chaque baraquement mesurait environ 15 mètres de long sur 5 de large, et y dormaient entre 20 et 30 personnes sur des nattes posées à même le sol de terre battue. L'odeur qui s'en dégageait était un mélange de sueur, de fumée de cuisine et de cette puanteur particulière de la misère humaine concentrée. Entre la grande maison et les baraquements se trouvaient les cuisines extérieures, les ateliers, les écuries, une chapelle de taille modeste et, détail qui prendra toute son importance plus tard, un bâtiment isolé que les esclaves appelaient simplement a casa de pedra, la maison de pierre. C'était une construction basse, sans fenêtres visibles depuis l'extérieur, avec une seule porte en bois massif toujours fermée à clé. Officiellement, on y entreposait les outils agricoles les plus précieux et les réserves de semences. Mais les esclaves qui travaillaient aux champs avaient remarqué depuis longtemps qu'on ne leur demandait jamais d'y aller chercher quoi que ce soit. Le domaine était dirigé par la baronne Hélène de Lavaux, une Française arrivée au Brésil en 1823 à l'âge de 28 ans. Elle accompagnait alors son époux, le baron Auguste de Lavaux, un aristocrate français qui avait fui les troubles politiques de la Restauration avec assez de fortune pour acheter cette propriété et établir sa petite cour tropicale, loin des regards de Paris. Le baron était décrit dans les rares documents qui subsistent comme un homme affable mais faible, plus intéressé par la botanique et l'observation des oiseaux locaux que par la gestion de son domaine. Il laissait sa femme s'occuper de presque tout, se contentant de passer ses journées dans son cabinet de curiosités naturelles
cataloguant des spécimens de plantes et d'insectes dans des carnets qu'on retrouverait plus tard, intacts, mais inutiles, après sa mort en 1832. La cause officielle de son décès fut notée comme fièvre tropicale. Ce diagnostic vague, qui à l'époque couvrait tout un éventail de maladies mortelles, du paludisme à la fièvre jaune, en passant par des infections que personne ne savait identifier. Mais certains domestiques racontèrent plus tard, lors de conversations furtives, que le baron avait passé ses dernières semaines dans un état de confusion mentale croissante, parlant de visions étranges et refusant de manger tout ce qui venait de la cuisine de sa femme. Après sa mort, la baronne Hélène devint l'unique propriétaire du domaine. Elle avait alors 37 ans et régna sans partage sur Fazenda Santa Vittoria pendant 22 ans supplémentaires, jusqu'à sa mort violente en 1854. Ce sont ces 22 années qui nous intéressent, et particulièrement les événements survenus durant les 5 dernières. Les témoignages des survivants, recueillis des années plus tard par un journaliste français de passage au Brésil dans les années 1870, dressent le portrait d'une femme aussi énigmatique que terrifiante. Grande, mince, avec des cheveux noirs qu'elle portait toujours tirés en arrière en un chignon serré, elle avait des yeux d'un bleu glacial qui semblait voir à travers les gens. Elle ne haussait jamais la voix, mais chacun de ses ordres était exécuté avec une promptitude née de la peur. Contrairement à beaucoup d'autres propriétaires de plantations qui déléguaient la surveillance des esclaves à des contremaîtres brutaux, la baronne insistait pour maintenir un contrôle personnel sur tous les aspects de la vie du domaine. Elle faisait sa tournée quotidienne, inspectant les champs, les baraquements, vérifiant que chaque esclave était à sa place et remplissait ses fonctions. Elle tenait elle-même le registre des punitions, décidant personnellement qui serait fouetté, combien de coups et pour quelles infractions. Mais le plus étrange était son intérêt obsessionnel pour la médecine et la pharmacopée. La baronne avait fait venir de France une bibliothèque considérable d'ouvrages médicaux, certains datant du XVIIe siècle, d'autres beaucoup plus récents. Elle étudiait les propriétés des plantes locales, faisant des expériences avec les herbes, les racines, les écorces. Elle avait transformé une aile du premier étage de la maison principale en une sorte de laboratoire personnel, avec des alambics, des mortiers, des rangées de fioles contenant des liquides et des poudres de toutes les couleurs. Les esclaves malades ou blessés étaient soignés par elle personnellement, ce qui aurait pu passer pour de la bonté si les guérisons n'avaient pas été aussi étrangement sélectives. Certains se rétablissaient miraculeusement de blessures qui auraient dû être fatales. D'autres mouraient de maux bénins qui n'auraient jamais dû les tuer. Et tous ceux qui passaient par son infirmerie ressortaient changés, portant dans leur regard une sorte de vide, comme si quelque chose en eux avait été éteint ou, au contraire, réveillé de force. C'est dans ce contexte que, en 1849, arrivèrent à Fazenda Santa Vittoria 2 jeunes esclaves qui allaient devenir le centre d'une tragédie dont les échos résonnent encore aujourd'hui dans les mémoires locales. Ils s'appelaient Thomas et Vicente, des jumeaux, 17 ans, nés esclaves sur une plantation côtière près de Salvador de Bahia. Ils avaient été vendus après la mort de leur propriétaire précédent, séparés de leur mère dans les conditions habituelles de cruauté indifférente qui caractérisaient le commerce des êtres humains. Les documents de vente, conservés dans les archives notariales de la région, les décrivent de manière clinique. 2 nègres jumeaux, 17 ans, bonne santé, pas de maladie visible, taille approximative 1,75 m, musculature développée, apte aux travaux de force. Prix payé, 600 000 reis chacun, soit 1200 000 reis pour la paire, ce qui représentait une somme substantielle à l'époque. Le prix était élevé non seulement à cause de leur jeunesse et de leurs conditions physiques, mais surtout à cause du fait qu'ils étaient jumeaux. Une curiosité que certains propriétaires appréciaient pour des raisons qui n'étaient pas toujours avouables. Les témoignages de ceux qui les ont connus dans leurs premiers mois à Fazenda Santa Vittoria les décrivent comme physiquement identiques au point qu'il était impossible de les distinguer l'un de l'autre.
Même taille, même carrure, même visage aux traits fins pour des hommes de leur origine, même yeux sombres qui reflétaient une intelligence vive malgré l'absence totale d'éducation formelle. La seule différence notable était une cicatrice que Thomas portait sur l'avant-bras gauche, souvenir d'une brûlure accidentelle subie dans l'enfance. Il parlait peu, travaillait dur, ne causait jamais de problème. Il semblait partager ce lien mystérieux qu'on attribue parfois aux jumeaux, capables de communiquer par de simples regards, de deviner les pensées l'un de l'autre, de ressentir la douleur ou la joie de l'autre comme si c'était la leur. Dans le contexte brutal de l'esclavage, ce lien représentait probablement leur seule source de réconfort, leur unique ancrage dans un monde qui les traitait comme du bétail. La baronne les remarqua dès leur arrivée. Elle fit appeler le marchand qui les avait vendus et passa près d'une heure à l'interroger sur leur histoire, leur tempérament, leur santé. Elle examina personnellement leur dentition, leurs muscles, la texture de leur peau, avec la minutie d'un vétérinaire inspectant des chevaux de prix. Puis elle ordonna qu'on les loge, non pas dans les baraquements communs avec les autres esclaves des champs, mais dans une petite dépendance attenante à la maison principale, là où dormaient habituellement les domestiques les plus anciens. Cette décision surprit tout le monde. La baronne ne s'expliqua pas. Elle se contenta de dire qu'elle avait des projets particuliers pour ces deux-là et qu'elle voulait les avoir à portée de main. Pendant les 3 premiers mois, Thomas et Vicente travaillèrent au champ comme tous les autres, coupant la canne, récoltant le café, chargeant les charrettes sous le soleil impitoyable qui transformait leur dos en surface luisante de sueur. La baronne les observait souvent depuis la véranda de la maison, immobile, un carnet à la main dans lequel elle prenait des notes que personne n'était autorisé à lire. Puis un jour de novembre 1849, tout changea. Ce matin-là, la baronne convoqua les 2 jumeaux dans son bureau privé, une pièce austère au premier étage avec des murs couverts de livres et sur le bureau toute une série de fioles et de mortiers. Elle leur parla en portugais, mais avec son accent français qui rendait chaque mot étrangement musical et menaçant à la fois. Elle leur expliqua qu'elle avait besoin d'aide pour ses recherches médicales. Elle cherchait à comprendre les effets de certaines substances sur le corps humain et pour cela, elle avait besoin de sujets d'étude. Mais pas n'importe quel sujet. Elle avait besoin de 2 personnes identiques physiquement, afin de pouvoir comparer les effets et éliminer les variables liées aux différences individuelles. Des jumeaux, en somme, étaient parfaits pour ces expériences. En échange de leur participation, elle leur promettait un traitement privilégié. Moins de travail au champ, meilleure nourriture, des vêtements décents. Et, ajouta-t-elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, la promesse de ne jamais être séparés. De rester toujours ensemble, ce qui était une denrée rare et précieuse dans le monde de l'esclavage où les familles étaient déchirées selon les caprices du marché. Évidemment, ils n'avaient pas le choix, aucun esclave n'avait jamais le choix. Mais la baronne fit semblant de leur demander leur consentement, et ils hochèrent la tête, parce que c'était ce qu'on attendait d'eux, et parce que, peut-être, une petite partie naïve de leur esprit voulait croire que ce nouvel arrangement serait préférable au travail épuisant sous le soleil. Ils ne pouvaient pas savoir, à ce moment-là, qu'ils venaient de franchir le seuil d'un enfer d'un genre entièrement différent. Les premières expériences semblaient relativement bénignes, ou du moins, c'est ce que les jumeaux se disaient, pour garder un semblant d'espoir. La baronne leur faisait ingérer différentes substances, des décoctions de plantes locales principalement, puis observait et notait méticuleusement leurs réactions. Elle mesurait leur pouls, examinait leurs pupilles, leur faisait effectuer des tâches simples pour tester leur coordination et leur temps de réaction. À Thomas, elle donnait une préparation, à Vicente, une autre, puis elle comparait. Parfois, les 2 jumeaux recevaient la même substance mais à des dosages différents. D'autres fois, l'un recevait le médicament, tandis que l'autre ne recevait qu'une solution neutre, de l'eau sucrée ou du bouillon clair, ce que les médecins appellent aujourd'hui un placebo. Certaines de ces substances provoquaient des nausées, des vertiges, des sueurs. D'autres les plongeaient dans un état de somnolence profonde pendant des heures.
Il y en avait qui accéléraient leur rythme cardiaque au point qu'ils sentaient leur cœur cogner contre leur cage thoracique comme un animal affolé, essayant de s'échapper. D'autres, au contraire, ralentissaient tout leur métabolisme, les laissant dans une sorte de léthargie où le monde semblait se dérouler au ralenti autour d'eux. La baronne documentait tout. Elle tenait plusieurs cahiers, remplis de son écriture serrée et précise, dans lesquels elle notait non seulement les effets physiques, mais aussi les réactions émotionnelles, les changements d'humeur, les altérations de la perception. Elle posait des questions encore et encore. Que ressentez-vous? Voyez-vous clairement? Entendez-vous des sons qui ne sont pas là? Avez-vous peur? Êtes-vous calme? Au début, les jumeaux répondaient honnêtement. Mais ils apprirent vite que certaines réponses la satisfaisaient, tandis que d'autres la contrariaient. Et quand elle était contrariée, les doses augmentaient, les expériences devenaient plus intenses, plus douloureuses. Alors ils commencèrent à mentir, à lui dire ce qu'elle voulait entendre, dans l'espoir que cela abrégerait leur souffrance. Cela ne fonctionna pas. La baronne était trop observatrice, trop méthodique. Elle détectait les incohérences, les contradictions entre leurs paroles et les signes physiques qu'elle pouvait mesurer. Et quand elle les prenait en flagrant délit de mensonge, elle les punissait. Pas avec le fouet, comme le faisaient les contremaîtres pour les esclaves récalcitrants. Non, ces punitions étaient plus subtiles et, d'une certaine manière, plus cruelles. Elle les privait de nourriture pendant des jours, ne leur donnant que de l'eau. Ou alors elle les séparait, enfermant l'un dans une pièce au grenier et l'autre dans les caves, les laissant là pendant de longues heures dans l'obscurité totale, sachant que la séparation était pour eux la pire des tortures. Quand elle les retrouvait, ils étaient toujours pâles, tremblants, l'un appelant l'autre dans le noir, terrorisés par cette solitude forcée. Les mois passèrent ainsi. L'hiver arriva, puis le printemps, puis l'été écrasant de 1850. Les autres esclaves voyaient de moins en moins les jumeaux qui ne travaillaient plus au champ. Ils les apercevaient parfois à travers les fenêtres de la maison principale, des silhouettes fantomatiques qui se déplaçaient lentement, comme des somnambules. Les domestiques qui avaient accès à l'intérieur de la maison racontaient des choses étranges. Des cris la nuit, venant de la partie de la maison où les jumeaux étaient logés. Des odeurs bizarres, des fumées qui s'échappaient parfois du laboratoire de la baronne. Et puis, il y avait les changements physiques visibles. Les jumeaux, qui étaient arrivés robustes et pleins de vie, devenaient de plus en plus maigres, leurs yeux se creusaient, leur peau prenait une teinte grisâtre malsaine. Mais ce qui troublait le plus les témoins, c'était l'expression de leur visage. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la résignation. C'était quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. Une sorte de vide, comme si une partie essentielle de leur humanité avait été extraite, laissant derrière elle des coquilles qui bougeaient et respiraient, mais ne vivaient plus vraiment. Un des domestiques, une femme nommée Rosa qui travaillait aux cuisines, raconta plus tard qu'elle avait entendu la baronne parler toute seule dans son laboratoire, un soir de mars 1851. Elle nettoyait le couloir et s'était arrêtée en entendant la voix de sa maîtresse qui semblait particulièrement animée, ce qui était rare. Entendant l'oreille, Rosa avait compris que la baronne ne parlait pas portugais, mais français. Et bien qu'elle ne comprit pas cette langue, le ton était celui d'une excitation triomphante, presque enfantine. Le lendemain, la baronne fit venir les jumeaux très tôt le matin. Elle passa la journée entière enfermée avec eux. Quand ils sortirent enfin, au crépuscule, ils titubaient comme des ivrognes, se tenant l'un l'autre pour ne pas tomber, les yeux complètement dilatés malgré le soleil qui déclinait à l'horizon. C'est à partir de cette période que les expériences de la baronne prirent une tournure radicalement différente et bien plus sinistre. Les archives judiciaires qui subsistent de cette affaire sont fragmentaires et souvent contradictoires, mais tous les témoignages concordent sur un point. Au printemps de 1851, quelque chose changea fondamentalement dans la manière dont la baronne utilisait les jumeaux. Elle cessa de se contenter d'observer passivement les effets de ces drogues. Elle commença à les mettre en situation,
à créer des scénarios, des tests qui dépassaient largement le cadre de ce qu'on pourrait appeler, même généreusement, des expériences médicales. La maison de pierre, ce bâtiment mystérieux qu'on voyait depuis les champs mais où personne n'entrait jamais, devint le centre de ces nouveaux tests. La baronne y fit installer des meubles, des équipements dont la nature exacte reste incertaine. Des esclaves furent réquisitionnés pour transporter des caisses lourdes depuis la grande maison jusqu'à la maison de pierre. Mais ils avaient l'interdiction formelle d'en regarder le contenu. Ceux qui osaient jeter un coup d'œil étaient fouettés publiquement pour servir d'exemple. Un contremaître nommé Sébastien, qui supervisa une partie de ces transports, mentionna plus tard dans son témoignage avoir aperçu à travers une caisse mal fermée ce qui ressemblait à des armes. Pas des armes à feu, qui étaient strictement interdites aux esclaves, mais des armes plus primitives. Des bâtons ferrés, des couteaux, des matraques en bois lourd. Pourquoi une baronne française aurait-elle besoin de stocker des armes rudimentaires dans un bâtiment isolé sur sa plantation? La question resta longtemps sans réponse, ou plutôt, personne n'osa formuler publiquement la réponse qui commençait à prendre forme dans les esprits. Les jumeaux, désormais, étaient conduits à la maison de pierre 2 ou 3 fois par semaine. Ils y entraient en début d'après-midi et en ressortaient généralement à la tombée de la nuit. Ils en émergeaient couverts de sueur, de poussière, et souvent de contusions, d'écorchures, de marques qui suggéraient des efforts physiques intenses et violents. Mais le plus troublant était leur comportement mutuel. Thomas et Vicente, qui avaient toujours été inséparables, affichant cette complicité silencieuse propre aux jumeaux, commencèrent à se regarder différemment. Il y avait maintenant de la méfiance dans leurs yeux quand ils se croisaient. Parfois, un des deux baissait la tête quand l'autre approchait, dans un geste de soumission ou de honte qui n'avait jamais existé entre eux auparavant. Rosa, la cuisinière qui les voyait quand ils venaient chercher leur repas, nota qu'ils ne mangeaient plus ensemble. Ils prenaient leur nourriture et allaient chacun dans un coin opposé de la cour pour manger seuls, le dos tourné l'un à l'autre. Et quand par hasard leurs regards se croisaient, elle voyait passer entre eux quelque chose d'indéfinissable, un mélange de peur, de culpabilité et de quelque chose qui ressemblait presque à de la haine. Si cette histoire vous glace le sang, dites-le nous en commentaire. Que pensez-vous que la baronne faisait subir aux jumeaux? Likez et partagez si vous voulez connaître la suite. Un incident particulier survenu en juillet 1851 fut rapporté par plusieurs témoins et figure dans les dépositions ultérieures. Ce jour-là, les jumeaux furent conduits comme d'habitude à la maison de pierre en début d'après-midi. Mais contrairement aux fois précédentes, la baronne ne resta pas avec eux. Elle les fit entrer, referma la porte à clé de l'extérieur, puis retourna à la grande maison. Pendant plusieurs heures, des bruits sortirent du bâtiment. Des cris, des coups sourds contre les murs, des sons qui évoquaient une lutte violente. Les esclaves qui travaillaient dans les champs voisins entendaient tout, mais n'osaient pas s'approcher. Ils savaient que s'ils le faisaient, ils seraient punis sévèrement. Vers 6 heures du soir, la baronne revint, seule, avec sa démarche mesurée habituelle. Elle déverrouilla la porte et entra. Quelques minutes plus tard, elle ressortit avec les jumeaux. Ils marchaient avec difficulté, se soutenant mutuellement, couverts de ce qui ressemblait à du sang séché. La baronne les fit conduire à l'infirmerie, où elle les soigna personnellement, refusant toute aide. Le lendemain, Thomas et Vicente réapparurent, bandés à plusieurs endroits, mais vivants. Ils ne parlèrent jamais de ce qui s'était passé dans la maison de pierre ce jour-là. Et personne n'osa leur poser la question. Les mois suivants virent la répétition de ce schéma avec une régularité horrible. Les jumeaux étaient enfermés dans la maison de pierre. Des bruits de lutte en sortaient. Ils émergeaient blessés mais vivants. La baronne les soignait. Puis, après quelques jours de repos, le cycle recommençait. Ce qui se passait exactement à l'intérieur de ce bâtiment resta longtemps un mystère. Mais les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler grâce aux témoignages de ceux qui, à travers les fissures dans les murs ou par des ouvertures mal fermées, réussirent à entrevoir des fragments de la vérité. Un jeune esclave nommé João, qui travaillait comme porteur d'eau,
raconta avoir vu un jour par une fente dans le bois de la porte. À l'intérieur, il y avait un espace vide au centre, comme une petite arène. Les jumeaux étaient là, chacun tenant ce qui ressemblait à des bâtons courts. Ils se faisaient en face, immobiles d'abord, puis se mettant soudainement en mouvement dans une sorte de danse violente, frappant, esquivant, chacun essayant visiblement de toucher l'autre. La baronne était assise sur une chaise placée contre le mur, observant la scène avec une attention intense, un carnet sur les genoux où elle prenait des notes. De temps en temps, elle criait des ordres en portugais, « plus vite » ou « plus fort » ou « continue jusqu'à ce que je te dise d'arrêter ». João s'était éloigné précipitamment, terrifié d'être découvert. Il ne raconta cette scène à personne pendant des années, par peur des représailles. Mais ce qu'il avait vu confirmait ce que beaucoup commençaient à soupçonner. La baronne forçait les jumeaux à se battre l'un contre l'autre. Mais pourquoi? Quel but pouvait bien servir une telle cruauté? Les réponses à ces questions émergèrent progressivement à travers d'autres observations, d'autres fragments d'informations glanés par ceux qui vivaient et travaillaient sur le domaine. Un domestique rapporta avoir entendu la baronne expliquer à un visiteur, un autre propriétaire terrien de passage, qu'elle menait des recherches sur les limites de l'endurance humaine sous l'influence de différentes substances. Elle voulait comprendre comment certaines drogues pouvaient augmenter la force physique, diminuer la perception de la douleur ou modifier le jugement moral. Pour cela, elle avait besoin de situations où ses qualités seraient testées de manière extrême. La violence, expliquait-elle avec le détachement clinique d'un scientifique discutant d'une expérience sur des rats de laboratoire, était le test ultime. Un homme sous l'influence d'une drogue qui devait se battre pour sa survie révélait toutes les modifications que la substance opérait sur son corps et son esprit. Et avoir deux sujets identiques permettait de comparer directement les effets de substances différentes ou de dosages variés. En somme, la baronne utilisait les jumeaux comme des instruments de mesure vivants, les forçant à se battre l'un contre l'autre, tout en les droguant avec diverses préparations pour observer et noter les résultats de ces expérimentations macabres. Ce qui avait commencé comme des tests médicaux relativement bénins s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre. Un spectacle de gladiateurs privés, où la baronne jouait le rôle de l'impératrice romaine décidant du sort des combattants. Sauf qu'ici, les combattants étaient deux frères, deux jumeaux liés par le sang et l'affection, qu'elle forçait à se blesser mutuellement pour satisfaire sa curiosité scientifique perverse. Au fur et à mesure que les mois devenaient des années, la situation à Fazenda Santa Vitória prit une tournure de plus en plus oppressante. Les autres esclaves vivaient dans la peur constante de devenir les prochains sujets d'expérience de la baronne. Ils avaient vu ce qui était arrivé aux jumeaux, transformés de jeunes hommes vigoureux en créatures hantées, squelettiques, dont les yeux ne reflétaient plus rien qui ressemblât à de l'espoir. La baronne, elle, semblait de plus en plus absorbée par son travail. Elle passait parfois des nuits entières dans son laboratoire, entourée de ses livres et de ses fioles. Les domestiques qui montaient au premier étage pouvaient l'entendre marmonner toute seule, récitant des formules chimiques, planifiant ses prochaines expériences. Elle fit venir du matériel de Rio de Janeiro, des produits chimiques importés d'Europe, des instruments médicaux à l'usage obscur. Les caisses, arrivées par chariot, étaient déballées sous sa supervision directe, puis les contenus disparaissaient dans son laboratoire privé où personne d'autre qu'elle n'avait le droit d'entrer. Les combats dans la maison de pierre devinrent plus fréquents et d'après les bruits qui en sortaient, plus violents. Il y eut des journées où Thomas ou Vicente sortaient à peine capables de marcher, soutenus par la baronne elle-même, qui les traînait presque jusqu'à l'infirmerie. Un détail particulièrement troublant émergea des témoignages ultérieurs. La baronne avait commencé à tenir un score. Elle notait dans un registre spécial, différent de ses cahiers scientifiques, les résultats de chaque combat. Qui avait gagné? Combien de temps le combat avait duré? Quelles blessures avaient été infligées? C'était comme si elle traitait ces affrontements forcés non seulement comme des expériences, mais aussi comme une sorte de compétition. Un tournoi dont elle serait la seule spectatrice et arbitre.
Les jumeaux, eux, continuaient à se détériorer physiquement et mentalement. Les cicatrices s'accumulaient sur leur corps. Pas seulement les marques récentes des combats, mais des cicatrices anciennes qui s'infectaient mal soignées, laissant des traces permanentes. Ils avaient perdu du poids, au point que leurs côtes étaient visibles sous leur peau tendue. Leurs cheveux, qui avaient été épais et noirs, devenaient cassants et grisonnaient prématurément malgré leur jeune âge. Mais le changement le plus significatif était psychologique. Le lien qui avait existé entre eux, ce lien presque mystique que les jumeaux sont censés partager, semblait s'être complètement rompu. Ils ne se parlaient plus. Ils ne se regardaient plus. Quand par nécessité ils devaient se trouver dans la même pièce, ils se plaçaient le plus loin possible l'un de l'autre, chacun dans un coin opposé, comme des animaux sauvages dans la même cage qui savent qu'ils doivent s'éviter pour survivre. Rosa, qui continuait à leur apporter leur nourriture, remarqua autre chose d'étrange. Parfois, quand elle arrivait avec les plateaux, elle trouvait l'un des jumeaux en train de regarder l'autre avec une expression difficile à décrire. Ce n'était pas simplement de la peur ou de la haine. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de résignation et de quelque chose qui ressemblait presque à des excuses anticipées, comme si chacun savait ce qui allait inévitablement arriver et demandait déjà pardon pour ce qui n'avait pas encore été fait. En 1853, les combats prirent une nouvelle dimension. Jusqu'alors, même si violents, ils semblaient avoir certaines limites implicites. Les jumeaux se battaient, se blessaient, mais jamais au point de causer des dommages irréversibles. C'était comme si, malgré tout, une part d'eux-mêmes refusait de franchir la ligne ultime. La baronne décida de briser cette dernière résistance. Elle commença à varier les substances qu'elle leur administrait avant les combats. Certaines de ces préparations avaient des effets particulièrement perturbants. Des témoins rapportèrent avoir vu les jumeaux sortir de la maison de pierre dans un état proche de la transe, les yeux vitreux, se déplaçant par saccades comme des marionnettes mal contrôlées. Une substance en particulier, que la baronne consignait dans ses notes sous le nom de préparation numéro 12, semblait avoir des propriétés particulièrement dangereuses. Ceux qui en avaient reçu une dose manifestaient une agressivité démesurée, une insensibilité complète à la douleur et une perte presque totale de jugement rationnel. La baronne commença à expérimenter en donnant cette préparation à l'un des jumeaux, tout en donnant à l'autre soit rien du tout, soit une substance différente avec des effets opposés, créant ainsi des déséquilibres dramatiques dans les combats. Un jumeau se transformait en machine de combat enragée, tandis que l'autre, pleinement conscient et sensible à la douleur, devait se défendre contre cette furie chimiquement induite. Les résultats étaient prévisibles et horribles. Les blessures devinrent plus graves, plus profondes. Il y eut des os cassés, des dents perdues, des coupures qui nécessitaient des points de suture que la baronne effectuait elle-même avec une adresse inquiétante. Et toujours, elle notait tout. Les dosages, les temps de réaction, l'intensité de la violence, la durée avant l'épuisement total. Elle remplissait cahier après cahier avec ses observations, construisant une sorte de cartographie monstrueuse des limites du corps et de l'esprit humain, soumis à la torture chimique et psychologique. Vers la fin de 1853, un événement se produisit qui aurait dû alerter tout le monde sur la trajectoire catastrophique de cette situation. Durant un des combats, quelque chose se brisa complètement chez Vicente. Peut-être était-ce l'accumulation de mois de souffrance, peut-être l'effet d'une drogue particulièrement puissante, peut-être simplement le point de rupture atteint par un esprit humain poussé au-delà de ses limites. Mais ce jour-là, selon les témoignages de ceux qui entendirent les cris depuis l'extérieur, Vicente tenta de tuer son frère. Pas seulement de le frapper, de le blesser comme dans les combats précédents. Non, il essaya vraiment de le tuer. Les cris qui sortirent de la maison de pierre ce jour-là n'étaient pas des cris de douleur ordinaires, mais des hurlements de terreur pure, et puis le son d'objets lourds se brisant,
de corps heurtant violemment les murs, et par-dessus tout cela, la voix de la baronne qui criait des ordres, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Quand finalement la porte s'ouvrit, Vicente sortit seul, maintenu fermement par la baronne qui le tenait par le bras. Il était couvert de sang, pas le sien mais celui de son frère, et son visage était figé dans une expression de stupeur horrifiée, comme s'il venait tout juste de réaliser ce qu'il avait failli faire. Thomas émergea quelques minutes plus tard, soutenu par 2 domestiques. Il avait une blessure profonde au cou, qui avait manqué la carotide de quelques millimètres seulement. Si le coup avait été porté légèrement différemment, ou si la baronne n'avait pas été là pour intervenir et arrêter l'hémorragie, Thomas serait mort. Cet incident aurait dû être un signal d'alarme. Il aurait dû provoquer des questions, une enquête, une intervention des autorités locales. Mais la baronne avait soigneusement cultivé son réseau d'influence dans la région. Elle recevait régulièrement les notables locaux, leur offrait de généreux cadeaux, contribuait financièrement aux projets de l'Église et de l'administration provinciale. Elle s'était créée une réputation de femme cultivée, excentrique peut-être, mais respectable. Et puis, il s'agissait d'esclaves. Dans le Brésil de 1850, ce qu'un propriétaire faisait de ses esclaves dans l'intimité de sa propriété était considéré comme son affaire privée. La loi donnait aux maîtres un pouvoir presque absolu sur leurs possessions humaines. Tant que la production de la plantation se maintenait, tant que les taxes étaient payées, tant que aucun scandale public n'éclatait, les autorités fermaient les yeux sur à peu près tout. Après cet incident, la baronne changea légèrement ses protocoles. Elle devint plus prudente dans les dosages de ses substances les plus puissantes. Elle installa dans la maison de pierre des dispositifs de contention, des chaînes fixées au mur, des moyens de séparer rapidement les combattants si les choses échappaient à son contrôle. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Ses cahiers révèlent une obsession grandissante. Une conviction qu'elle était sur le point de découverte majeure sur la nature humaine, sur les frontières entre le corps et l'esprit, sur les moyens de transcender les limitations normales de l'endurance et de la force. Elle écrivait, dans un de ses derniers cahiers retrouvés après sa mort, « Je suis si proche maintenant. J'ai presque percé le secret. Avec la bonne combinaison, le bon dosage, il serait possible de créer des hommes capables de choses extraordinaires. Des soldats qui ne ressentent pas la peur, des ouvriers qui ne connaissent pas la fatigue. Les applications seraient infinies. Je dois continuer, je dois savoir. Ce passage, griffonné dans un mélange de français et de portugais, dans une écriture de plus en plus irrégulière, révèle l'état mental de la baronne. Elle ne se voyait pas comme une tortionnaire, mais comme une pionnière, une scientifique incomprise, repoussant les frontières de la connaissance humaine. Que ces expériences impliquent la souffrance incommensurable de 2 êtres humains était, à ses yeux, un prix acceptable pour le progrès. L'hiver de 1854 arriva, apportant avec lui les pluies torrentielles qui transformaient les chemins de terre en rivières de boue. La plantation tournait au ralenti pendant cette saison. Les esclaves avaient moins de travail au champ, mais aussi moins à manger, car les provisions s'amenuisaient toujours vers la fin de l'hiver, avant l'arrivée des nouvelles récoltes. C'est dans ce contexte de pénurie et de tension que se déroula la dernière phase de cette tragédie. En juin 1854, Thomas tomba gravement malade. Pas à cause des combats cette fois, mais d'une fièvre soudaine et violente qui le cloua au lit pendant près de 2 semaines. La baronne le soigna naturellement avec ses remèdes et ses potions, mais pour une fois, rien ne semblait fonctionner. La fièvre montait et descendait en vagues, laissant Thomas délirant, marmonnant des choses incohérentes dans son sommeil. Vicente, pendant ce temps, était maintenu à l'écart. La baronne ne voulait pas risquer qu'il contracte la même maladie, ce qui aurait ruiné ses expériences en cours. Elle fit installer Vicente dans une chambre séparée, à l'autre bout de la maison, avec interdiction stricte de voir son frère. Cette séparation forcée, après des années de torture partagée, eut un effet inattendu sur Vicente.
Privé de la présence physique de son jumeau, même dans ces circonstances horribles, quelque chose sembla se réveiller en lui. Les domestiques qui lui apportaient sa nourriture notèrent qu'il pleurait souvent, recroquevillé dans un coin de sa chambre, appelant doucement le nom de son frère. C'était comme si, retiré du cycle constant de violence et de drogue, séparé de Thomas, Vicente retrouvait progressivement des fragments de son humanité perdue. Il commença à poser des questions, à demander comment allait son frère, à supplier qu'on le laisse le voir, ne serait-ce qu'un instant. La baronne refusa toutes ces demandes. Elle avait ses propres préoccupations. Thomas ne se rétablissait pas aussi vite qu'elle l'espérait, et sans les deux jumeaux fonctionnels, elle ne pouvait pas poursuivre ses expériences comparatives. Elle passa la plupart de son temps au chevet de Thomas, lui administrant une succession de traitements de plus en plus désespérés. Puis, contre toute attente, Thomas commença à se rétablir. La fièvre baissa. Il reprit des forces. Après 3 semaines d'alitement, il put se lever, faire quelques pas. La baronne était ravie. Elle nota dans son journal que les substances qu'elle lui avait administrées pendant sa maladie avaient peut-être contribué à son rétablissement remarquablement rapide. Ce qu'elle ne remarqua pas, ou choisit d'ignorer, c'était le changement dans les yeux de Thomas. Il y avait là quelque chose de nouveau, une dureté qui n'avait jamais existé auparavant. Même après toutes les horreurs qu'il avait endurées, Thomas était ressorti de sa maladie transformée, et pas de la manière que la baronne anticipait. Début août 1854, la baronne décida qu'il était temps de reprendre les expériences. Elle fit réunir les deux jumeaux pour la première fois depuis la maladie de Thomas. Leur rencontre eut lieu dans la cour centrale de la maison, sous le regard attentif de la baronne. Les deux frères se regardèrent longuement. Pour la première fois depuis des années, leurs yeux se rencontrèrent vraiment, pas avec méfiance ou haine, mais avec quelque chose qui ressemblait à une compréhension mutuelle, un échange silencieux qui passa entre eux sans aucun mot prononcé. La baronne, satisfaite de voir ces deux sujets apparemment réconciliés, annonça qu'il reprendrait les sessions dans la maison de Pierre dès le lendemain. Cette nuit-là, quelque chose se passa dans les quartiers où logeaient les jumeaux. Plusieurs domestiques rapportèrent avoir entendu des chuchotements, les deux frères parlant à voix basse pendant des heures. C'était la première fois qu'on les entendait avoir une véritable conversation depuis qu'ils avaient commencé à être forcés de se battre. Personne ne sut jamais exactement ce qu'ils se dirent cette nuit-là, mais on peut facilement l'imaginer. Des excuses échangées pour toutes les blessures infligées contre leur volonté. Des pleurs partagés pour tout ce qu'ils avaient perdu. Et probablement, presque certainement, un plan. Un plan né du désespoir et de la rage accumulée. Un plan qui voyait dans leur situation une seule issue possible. Le lendemain matin, le 8 août 1854, fut une journée apparemment normale. Le soleil se leva sur Fazenda Santa Vittoria comme il l'avait fait pendant tant d'années. Les esclaves se levèrent, reçurent leur maigre petit déjeuner, partirent vers leurs tâches quotidiennes dans les champs et les ateliers. La baronne prit son propre petit déjeuner dans la salle à manger, seule comme toujours, lisant un de ses livres médicaux français tout en mangeant. Vers 10 heures du matin, elle fit appeler les jumeaux. Elle leur donna leur préparation habituelle, des mélanges qu'elle avait préparés la veille dans son laboratoire. Puis, elle les conduisit vers la maison de Pierre. Ce qui se passa ensuite dans ce bâtiment isolé ne fut connu que par les révélations ultérieures lors du procès, et même alors, beaucoup de détails restèrent flous, sujets à interprétation. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que la baronne enferma les jumeaux dans la maison de Pierre comme d'habitude, puis retourna vers la grande maison, probablement pour chercher quelque chose dans son laboratoire, ou simplement pour prendre des notes pendant que les substances faisaient effet sur les jumeaux. Ce qui devait se passer ensuite, selon le plan habituel de la baronne, c'était qu'elle reviendrait dans 1 heure environ, déverrouillerait la porte et observerait le combat qui s'ensuivrait entre les deux frères sous l'influence de ces drogues. Mais ce jour-là, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Les jumeaux, quand ils avaient reçu les préparations ce matin-là, avaient fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant.
Ils n'avaient pas avalé les substances. Dans un moment de complicité retrouvée, chacun avait discrètement recraché le liquide dans le tissu qu'il tenait dans sa main, puis avait fait semblant de déglutir quand la baronne les observait. Donc, quand ils se retrouvèrent seuls dans la maison de Pierre, pour la première fois depuis des années, ils étaient parfaitement lucides, non drogués, capables de penser clairement. Ils savaient que la baronne reviendrait, et ils l'attendirent. Mais comment deux esclaves enfermés dans un bâtiment pouvaient-ils espérer retourner la situation contre leur maîtresse? La réponse se trouvait dans la construction même de la maison de Pierre. La baronne, dans son obsession pour contrôler chaque aspect de ses expériences, avait fait installer à l'intérieur du bâtiment tout un arsenal d'armes pour ses combats forcés. Des bâtons, des couteaux, des chaînes. Ces objets étaient normalement sous clé dans un coffre, mais récemment, la baronne était devenue négligente. Trop confiante dans le contrôle qu'elle exerçait sur les jumeaux, elle laissait parfois le coffre ouvert. Ce jour-là, le coffre n'était pas complètement fermé. Quand la baronne revint vers midi, elle déverrouilla la porte comme d'habitude et entra. Elle s'attendait à trouver les jumeaux en train de se battre, ou au moins dans cet état d'agitation pré-combat que ces drogues induisaient généralement. Au lieu de cela, elle les trouva parfaitement calmes, debout côte à côte au centre de la pièce, se tenant la main. Et chacun tenait dans son autre main une des armes du coffre. La baronne comprit immédiatement. Son visage, selon le témoignage ultérieur de Vicente, passa de la surprise à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration, comme si elle était impressionnée par cette rébellion inattendue de ses sujets d'expérience. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle dit simplement, en français, une phrase que Vicente ne comprit pas sur le moment, mais qu'il se rappellerait plus tard, quand un traducteur la lui expliqua. Ainsi, mes créations se retournent contre moi. C'est presque poétique. Puis elle fit un geste vers la porte, essayant peut-être de s'échapper ou d'appeler à l'aide. Ce fut Thomas qui bougea en premier. Après toutes ces années d'être forcé de frapper son frère, il dirigea enfin sa violence vers la véritable source de leur souffrance. Il se jeta sur la baronne. Ce qui suivit fut brutal et rapide. La baronne, malgré son intelligence et sa cruauté, n'était pas une femme physiquement imposante. Face à deux jeunes hommes désespérés, même affaiblis par des années de mauvais traitements, elle n'avait aucune chance. Elle tomba, et puis, dans un accès de rage accumulée, de douleur transformée en violence pure, les jumeaux frappèrent, encore et encore. Toutes les fois où ils avaient dû se frapper l'un l'autre, toutes les fois où ils s'étaient réveillés couverts de contusions en sachant que c'était leur propre frère qui les leur avait infligés, toute cette horreur se déversa en quelques minutes de violence cataclysmique. Quand enfin ils s'arrêtèrent, épuisés, tremblants, le corps de la baronne gisait immobile sur le sol de terre de la maison de Pierre. Elle était morte. Le silence qui suivit fut absolu. Les jumeaux se regardèrent, réalisant ce qu'ils venaient de faire. Ils avaient tué leur maîtresse. En 1854, au Brésil, un esclave qui tuait son maître était passible de la peine de mort la plus cruelle imaginable. Ils le savaient. Et pourtant, dans leurs yeux, on aurait pu lire non pas du regret, mais quelque chose qui ressemblait à de la paix. Comme si, pour la première fois depuis des années, ils avaient repris le contrôle de leurs propres actions. La suite des événements se déroula avec la froideur administrative qui caractérise souvent la justice coloniale. Le corps de la baronne fut découvert quelques heures plus tard par Sébastien, le contremaître, qui s'était étonné de ne pas la voir apparaître pour sa tournée habituelle de l'après-midi. Trouvant la porte de la maison de Pierre entr'ouverte, il était entré et avait trouvé la scène macabre. Les jumeaux n'avaient même pas essayé de fuir. Ils savaient que c'était inutile. Où auraient-ils pu aller? Ils étaient des esclaves en fuite, dans un pays où leur simple couleur de peau les dénonçait. Ils avaient attendu dans leur chambre, assis côte à côte sur le même lit, se tenant la main comme ils l'avaient fait quand ils étaient enfants, avant que le monde ne leur enseigne la cruauté.
Quand les autorités arrivèrent de la capitale provinciale 2 jours plus tard, elles procédèrent à des interrogatoires sommaires. Vicente, comme l'aîné des 2 jumeaux de quelques minutes, fut désigné comme le principal responsable. Les lois de l'époque exigeaient qu'au moins un coupable soit identifié et puni publiquement pour maintenir l'ordre social et dissuader d'autres esclaves de toute révolte similaire. Thomas insista pour dire qu'il était tout aussi responsable, que c'était lui qui avait frappé le premier coup. Mais les autorités ne l'écoutèrent pas. Elles avaient besoin d'un seul coupable pour leur procès expéditif. Le procès, si on peut l'appeler ainsi, dura moins d'1 journée. Aucune des circonstances atténuantes ne fut prise en compte. Les années de torture, les expériences médicales sadiques, le fait que les jumeaux avaient agi en état de légitime défense psychologique après avoir été poussés au-delà de toute limite humaine raisonnable, rien de tout cela ne fut mentionné dans les actes officiels. Le verdict fut prononcé le 12 août 1854. Vicente serait exécuté par pendaison sur la place publique de la capitale provinciale, comme exemple pour tous les esclaves de la région. Mais là, quelque chose d'étrange se produisit, quelque chose qui ne figure que dans les témoignages oraux et les récits extra-officiels. Thomas, en apprenant le verdict, demanda à voir son frère une dernière fois. La demande fut accordée, probablement par compassion ou simple curiosité de la part des gardiens. Les 2 jumeaux passèrent 1 heure ensemble dans la cellule où Vicente attendait son exécution. Personne ne sut jamais ce qu'ils se dirent durant cette heure. Mais quand les gardiens revinrent pour emmener Vicente vers le lieu d'exécution, ils trouvèrent Thomas debout près de la porte et Vicente recroquevillé dans un coin, le visage dans les mains. Thomas annonça calmement qu'il était Vicente, que son frère Thomas était celui qui pleurait dans le coin. Il avait décidé de prendre la place de son jumeau. Les gardiens rirent d'abord, pensant à une mauvaise plaisanterie. Comment pourrait-il distinguer un jumeau de l'autre? Ils étaient physiquement identiques, mais Thomas insista. Il montra la cicatrice sur son avant-bras gauche, cette marque de brûlure ancienne qui le distinguait de son frère. « Regardez, dit-il, je suis Thomas. Vicente n'a pas cette cicatrice. » Les gardiens vérifièrent l'homme dans le coin. Effectivement, pas de cicatrice. Ils regardèrent à nouveau celui qui se tenait debout. La cicatrice était là, claire et indiscutable. Mais ici se pose une question troublante qui n'a jamais été résolue. Était-ce vraiment Thomas qui se tenait debout? Ou était-ce Vicente qui, dans un geste suprême de sacrifice, avait créé une fausse cicatrice pour se faire passer pour son frère et prendre sa place sur l'échafaud? Les témoignages divergent. Certains disent que la cicatrice semblait fraîche, comme si elle avait été brûlée récemment, peut-être pendant cette dernière heure que les jumeaux avaient passée ensemble. D'autres insistent qu'elle était ancienne, clairement la marque originale de Thomas. La vérité, c'est que personne ne saura jamais avec certitude qui fut pendu le 13 août 1854 sur la place principale de Minas Gerais. Ce qui est certain, c'est qu'un des jumeaux mourut ce jour-là, au bout d'une corde, devant une foule de centaines de personnes venues assister à l'exécution. Les témoins rapportèrent qu'il ne cria pas, ne supplia pas, ne montra aucun signe de peur. Il garda les yeux fermés tout au long, et juste avant que la trappe ne s'ouvre, il murmura quelque chose que personne ne put entendre clairement. L'autre jumeau, celui qui était resté dans la cellule, fut finalement libéré quelques semaines plus tard. Les lois de l'époque considéraient que justice avait été rendue avec l'exécution de Vicente, et il n'y avait aucune raison légale de continuer à détenir Thomas. Il fut vendu à un autre propriétaire terrien dans une région éloignée, dans le cadre de la liquidation du domaine de Fazenda Santa Vitória. Sans héritier direct, la propriété de la baronne fut saisie et vendue aux enchères. La grande maison, les champs, tout fut dispersé. Le jumeau survivant, qu'il fût vraiment Vicente ou Thomas, disparut dans l'anonymat de l'esclavage brésilien. Quelques témoignages de seconde main suggèrent qu'il vécut encore une dizaine d'années, travaillant silencieusement dans les plantations, ne parlant presque jamais, gardant son secret jusqu'à sa mort présumée vers 1864. Quant à la maison de pierre, elle fut démolie sur ordre des nouveaux propriétaires du domaine.
On racontait que les ouvriers chargés de la destruction trouvèrent à l'intérieur des choses qu'ils refusèrent de décrire publiquement, des objets et des traces qui confirmaient les pires rumeurs sur ce qui s'y était passé. Tout fut brûlé, et les cendres furent enterrées profondément. Le laboratoire de la baronne fut également vidé. Ses cahiers, ses notes, ses préparations furent confisquées par les autorités, puis mystérieusement disparurent des archives officielles. Certains disent qu'ils furent détruits pour éviter le scandale. D'autres murmurent qu'ils furent secrètement récupérés par des médecins ou des scientifiques intéressés par ces recherches, aussi répugnantes fussent-elles moralement. Une seule page d'un de ces cahiers survécut, retrouvée des années plus tard, entre les pages d'un livre de la bibliothèque provinciale. C'était une page de conclusion, datée de juillet 1854, un mois avant sa mort. Elle écrivait « J'ai découvert que l'esprit humain peut être poussé bien au-delà de ce que la morale commune considère comme tolérable. Avec les bonnes substances et les bonnes motivations, un homme peut être transformé en instrument parfait de violence ou, inversement, en créature de soumission absolue. Le secret réside dans le dosage et dans la compréhension des liens émotionnels qui peuvent être exploités ou brisés. Mes sujets jumeaux ont démontré une résistance remarquable, mais même cette résistance a ses limites. Je suis convaincu qu'avec quelques ajustements supplémentaires à ma préparation numéro 12, je pourrais obtenir des résultats encore plus spectaculaires. La science exige des sacrifices, et je ne reculerai pas devant ce qui doit être fait. Cette page, conservée aujourd'hui dans les archives historiques du Brésil, bien que rarement montrée au public, représente peut-être le seul témoignage direct qui subsiste des motivations de la baronne. Elle révèle une femme qui voyait ses victimes non comme des êtres humains, mais comme des outils, des variables dans ses équations scientifiques perverses. Cette histoire vous a troublé? Vous devriez, car la vérité est que personne ne sait vraiment qui est mort ce jour-là sur l'échafaud. Thomas ou Vicente, le meurtrier ou l'innocent qui avait pris sa place? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qui s'est vraiment passé. Abonnez-vous si vous aimez les histoires qui vous hanteront longtemps après les avoir entendues. Et partagez avec ceux qui ont le courage d'affronter les coins les plus sombres de l'histoire humaine. Aujourd'hui, plus de 170 ans après ces événements, le site de l'ancienne Fazenda Santa Vitória est devenu une région agricole moderne. Des fermes, des routes goudronnées, des lignes électriques traversent le paysage. Rien ne subsiste de la grande maison blanche ou des baraquements misérables. Même l'emplacement exact de la propriété est devenu incertain avec le temps, les anciennes limites ayant été redessinées plusieurs fois au cours du XXIe siècle. Mais les habitants les plus âgés de la région, ceux dont les ancêtres ont vécu ces événements ou en ont entendu parler de première main, racontent encore l'histoire. Ils la transmettent à leurs petits-enfants lors des longues soirées d'été, quand le ciel tropical se remplit d'étoiles et que les ombres du passé semblent se glisser entre les arbres. Ils racontent l'histoire de la baronne française et de ses expériences terribles. Ils parlent des jumeaux qui furent forcés de se détruire mutuellement jusqu'à ce que l'un d'eux, ou peut-être les deux ensemble, décide que la seule échappatoire était de détruire leur bourreau. Ils évoquent ce dernier sacrifice, où un frère prit la place de l'autre sur l'échafaud, ou peut-être où les deux décidèrent ensemble qui devait vivre et qui devait mourir, gardant leur secret jusqu'à la fin. Et quand les enfants demandent si tout cela est vraiment arrivé, les anciens sourient tristement et répondent que l'histoire officielle est souvent silencieuse sur les horreurs que les puissants infligent aux faibles, mais que cela ne rend pas ces horreurs moins réelles. Dans les archives judiciaires de Minas Gerais, on peut encore trouver, si on cherche assez longtemps, un registre laconique daté du 13 août 1854. Il indique simplement « Exécution de l'esclave Vicente pour meurtre de sa maîtresse, la baronne Hélène de Lavaux. Justice rendue ». Mais ce registre ne mentionne pas les années de torture qui ont précédé ce meurtre. Il ne parle pas des cahiers remplis d'expériences sadiques, des combats forcés,
Des substances qui transformaient des êtres humains en gladiateurs drogués pour le divertissement scientifique d'une seule femme. Il ne dit rien du sacrifice final, de ce choix impossible entre deux frères qui s'aimaient au-delà de tout ce que l'esclavage avait essayé de détruire en eux. L'histoire officielle est toujours propre, toujours simple. Un esclave a tué sa maîtresse, l'esclave a été puni, justice rendue, point final. Mais la vraie histoire, celle qui se cache derrière les documents officiels, celle qui subsiste dans les mémoires familiales et les témoignages fragmentaires, cette histoire-là est bien plus complexe, bien plus troublante, et malheureusement, probablement bien plus vraie. Elle nous rappelle que les pires horreurs de l'histoire ne sont pas toujours celles qui font les gros titres ou qui sont commémorées par des monuments. Parfois, les atrocités les plus profondes se déroulent dans l'ombre, dans des propriétés isolées, dans des bâtiments sans fenêtres où personne ne peut voir, où personne ne peut entendre, où personne ne peut intervenir. Elle nous rappelle aussi que l'esprit humain, même poussé aux limites ultimes de la souffrance et de la dégradation, conserve une capacité de résistance, de dignité et d'amour fraternel qui peut transcender les pires tentatives de le briser. Thomas et Vicente, quel que soit leur vrai nom, où qu'ils reposent maintenant, représentent d'innombrables victimes anonymes de l'esclavage et de l'abus de pouvoir qui n'ont jamais eu leur histoire racontée, dont les souffrances ont été effacées des registres officiels, dont les morts n'ont été notées que comme de simples statistiques dans les livres de comptes de leurs propriétaires. Cette histoire est pour eux, pour tous ceux dont les noms ont été perdus mais dont l'humanité, malgré tout ce qui a été fait pour la détruire, a brillé jusqu'au dernier moment. Et elle est aussi un avertissement, un rappel que la cruauté humaine, quand elle se drape dans les vêtements de la science, de la rationalité, du progrès, peut atteindre des profondeurs d'horreur que la simple violence brute ne pourrait jamais égaler. Que les monstres les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui rugissent et qui montrent leurs crocs, mais parfois ceux qui prennent des notes soigneuses et qui parlent de découvertes et d'expériences nécessaires pendant qu'ils détruisent systématiquement les vies de ceux qui ne peuvent pas se défendre. La baronne Hélène de Lavaux est morte le 8 août 1854. Mais son héritage de souffrance a perduré bien au-delà de cette date, gravé dans la chair et dans l'âme de ceux qu'elle a torturés, transmis aux générations suivantes comme un traumatisme qui ne peut jamais être complètement guéri, seulement témoigné, et peut-être, en parlant de lui, empêché de se répéter. Est-ce que cette histoire est vraie? Les documents existent, fragmentaires et dispersés, mais ils existent. Les témoignages ont été recueillis, même si beaucoup ont disparu avec le temps. Les lieux ont existé, même s'ils ont été détruits et effacés du paysage. Mais plus important que la vérification factuelle est la vérité émotionnelle et morale que cette histoire révèle. Que l'humanité est capable des pires cruautés, quand le pouvoir absolu rencontre l'absence totale d'empathie, et que même dans les ténèbres les plus profondes, des actes d'amour et de sacrifice peuvent encore illuminer, brièvement, terriblement, la voie vers une forme de rédemption ou de dignité recouvrée. La prochaine fois que vous entendrez parler de l'esclavage, ne pensez pas seulement aux chiffres abstraits, aux millions de personnes déplacées, vendues, réduites en servitude. Pensez à Thomas et Vicente. Pensez à deux jeunes hommes qui s'aimaient comme seuls les frères peuvent s'aimer, qui ont été brisés et forcés de se détruire mutuellement, mais qui, au moment final, ont trouvé en eux la force de se révolter et de se sauver l'un l'autre, au prix de leur propre vie. Leur histoire, vraie ou apocryphe, documentée ou légendaire, mérite d'être racontée et re-racontée, encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions vraiment ce que signifie être humain dans les circonstances les plus inhumaines, et jusqu'à ce que nous nous engagions, collectivement, à ne jamais permettre que de telles horreurs se reproduisent, peu importe sous quel prétexte, peu importe au nom de quelle cause, peu importe avec quel degré de détachement scientifique. Car l'histoire nous observe, et elle se souvient, même quand nous préférerions oublier.